Genin. Tac. Salut Mandrin. Salut Arnaud. Comment ça va? Bonjour. Ça va. Oula, c'est vrai que ça choque là, cette coupe là. ça fait une coupe de légionnaire là, je vois là. C'est une coupe, c'est une coupe de préparation physique. C'est pour les fractionner ça. Ouais, c'est pour l'aérodynamique. C'est pour aller plus vite. Ouais. Exactement, c'est pour la VMA. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc Arnaud Genin, numéro 1 français de notre discipline depuis cette année ou l'an dernier, je sais plus du coup. Mais voilà, donc l'idée, je sais pas si tu étais avec nous, avec Margot juste avant. C'était suivi. Si, j'ai vu, ouais. Okay. Donc on va repartir un peu sur le même organigramme avec des questions, des personnes qui participent de temps à autre, et puis voilà, ça va bien le faire. Ça marche. Donc Arnaud, première question, quel âge as-tu, d'où viens-tu et où passes-tu en ce moment le confinement du coup? Alors j'ai 30 ans, je suis né à Toulouse, j'ai vécu en Ariège surtout, dans les Pyrénées. Et là, je suis à Montpellier, dans mon appartement, depuis le début du confinement. Voilà, tout seul, tranquillou. Ça marche. Montpellier, pourquoi? Parce que je crois que t'as repris tes études, c'est ça? T'étais avant à La Réunion. Ouais. Maintenant, pourquoi du domicile à Montpellier, du coup? Pourquoi? Parce que là, je continue mes études, je suis en master neurosciences, neuroprothèse à Montpellier. Et en fait, c'est le seul master neuroprothèse qui est en France. Donc voilà pourquoi je suis à Montpellier. S'il avait été à Lille, je serais allé à Lille. Ouais. Et puis non, mais c'est super cool parce que super ville, la vie est bien. On a une super promo aussi. Il y en a quelques-uns qui regardent, donc je leur fais un petit coucou. Et puis au niveau des infrastructures sportives, surtout, c'est le top. Voilà, pour s'entraîner en squash, en ping, on en parlera un petit peu plus tard. C'est vraiment un luxe énorme d'être ici, quoi. Ouais, c'est une grosse ville sportive, ouais. Avec grosse ville sportive. Avec le rugby, Kevin Mayer, je crois, qui est au Krebs aussi. Un gros pôle de ping également. Ouais. En squash, de quoi t'amuser aussi. Donc, ok. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu as mis en place pour garder la forme? J'imagine que tu sors un petit peu, enfin, tu essaies de sortir un petit peu de ton appart, ou alors tu fais des choses dedans, je sais pas. Qu'est-ce que tu as mis en place pour entretenir le physique? En fait, ça a été un petit peu bizarre parce que l'année 2019 a été très chargée, très lourde. Physiquement, j'en ai vraiment chié. Je suis sorti de là un petit peu mâché. Donc j'ai fait un break de 2 mois après les mondiaux de fin novembre. Donc j'ai repris l'entraînement vraiment. J'ai repris l'entraînement, on va dire mi-janvier, début février. Voilà, donc j'avais en gros, j'ai repris plutôt cool. J'avais 2 séances de ping par semaine, 2 séances de squash et 3 séances de course à pied pour le physique. Et du coup, j'étais sur une bonne dynamique avant le confinement. Et en fait, les 15 premiers jours du confinement, c'était plutôt repos quand même, pour assimiler ce que j'avais fait les mois, le mois et demi qui précédait. Et là, depuis 10 jours un peu plus, là, j'ai trouvé mon rythme de croisière. Là, je suis à 4-5 séances de course à pied par semaine. En fait, j'ai la chance d'être dans une résidence. Et j'ai une allée, c'est une route goudronnée assez large qui fait 130 mètres de long. Et donc en fait là-dessus, je m'éclate la tête sur du fractionné. D'accord. Et puis je fais les footings longs, soit sur l'allée ou soit je sors de l'appart et je fais le tour du pâté de maison. Donc en fait là je suis sur une moyenne. Là je fais un jour fractionné, le lendemain. T'as vu le même commentaire? Ouais, j'ai vu. 8 entraînements. Ouais, mais déjà, c'est un feignant, ça, tout le monde le sait. 5 périodes petites après. Non, mais là, je suis sur j'ai trouvé mon rythme, je suis sur fractionner une journée sur base VMA, voire un petit peu en dessous. Et après, le lendemain, fractionner footing long. Et ensuite, j'ai un jour où je fais surtout du renfort musculaire. Et après, je repars. Donc, j'ai un cycle de 3 jours, en fait, où je fais tout le temps ça. Ouais. Ok. Ça se passe bien. Cool. Est-ce que tu fais quand même
en deçà de tous ces entraînements, tu as d'autres activités, d'autres hobbies qui tu t'adonnes, tu as peut-être plus de temps pour... Margot faisait du piano, par exemple. Est-ce que toi, tu lis Ouais, non. Malheureusement, non, pas trop, parce que j'ai pas mal de boulot avec le master. Alors avec le master, puis là, je suis en train de bosser à côté pour une start-up en fait qui va comment dire, avec laquelle je vais probablement continuer de bosser après le master. Donc j'ai pas mal de boulot avec eux. Et après, au final, non, au niveau de lecture, ouais, mais c'est surtout des articles scientifiques, finalement, pour le master ou pour le travail que je fais avec la start-up, et puis pas mal de bouquins, mais pas trop, en fait, de lecture plaisir, parce que j'ai autre chose à faire. Et voilà, sinon, un peu plus de temps en cuisine, et puis, mais pas mal de boulot, quand même. Pas mal de boulot, ouais. D'accord. On va recentrer les questions sur le raquethlon. Je voulais savoir quand est-ce que tu avais démarré le raquethlon et quel avait été ton parcours sportif pour y accéder notamment. Alors c'est assez riche, mon parcours raquethlon. J'ai commencé, je me rappelle, c'était au championnat du monde, c'était en 2013, en juillet 2013. En fait, à l'époque, j'étais joueur international de badminton. J'étais 5-6 français. En gros, je parcourais le monde entier sur le circuit international. Et puis, d'ailleurs, je venais de gagner un tournoi en Argentine. C'était le 9 juin 2013. Et il se trouve qu'il y a eu, pour les championnats du monde de raquethlon, c'était du 11 au 14 juillet 2013 aux Pays-Bas. Et en fait, il y avait eu un désistement en équipe de France. Il y avait un mec qui était blessé, en fait, blessé de dernière minute. Et en fait, un membre de l'équipe de France. C'était qui? Alors, je sais plus. Je me demande si c'était pas Loïc. Je me demande si c'était pas Loïc, parce qu'il était pas là, je crois. Et en fait, un membre de l'équipe de France qui connaissait mon niveau en badminton, bien sûr. Et en fait, c'est Seb Plançon qui m'avait proposé à l'époque. Il connaissait mon niveau de batte parce qu'on faisait tous les deux partie du top 20 français. Bien sûr. Il savait que j'avais joué au tennis avant, il savait que j'avais joué au squash avant. Il m'a dit, écoute, si t'es dispo pour les championnats du monde, viens en équipe de France. Tu seras pas le meilleur, mais tu dépanneras bien, quoi. Et du coup, je suis allé au championnat du monde et on avait fini 5e avec l'équipe de France à cette époque-là. Et après, en double, avec Cédric, qui est mon comment dire, mon mentor de toujours, et un super pote, un de mes meilleurs amis. Et en fait, on avait été champion du monde de double, mais c'était en catégorie B. Donc, il manquait tous les meilleurs mondiaux, mais on avait remporté la catégorie B, voilà. Et après, mon parcours dans les autres sports, j'avais fait beaucoup de squash quand même quand j'étais au lycée, parce que pour préparer en fait physiquement mes saisons de bad, en fait j'avais à l'époque au lycée 2-3 potes qui jouaient à peu près 3A, enfin 2D, 3A, et avec qui je m'éclatais la tronche en fait l'été pour continuer d'avoir finalement les déplacements de bad, parce que le squash, les déplacements sont quand même assez similaires. Bien, ouais. Et on se mettait des grosses sessions de squash pendant 2 mois. Donc j'avais quand même de bonnes bases. Et en tennis, j'en avais fait aussi en club. Voilà, et assez rapidement, j'étais monté niveau 15-2. J'en avais fait pour le bac aussi. Donc j'avais quand même des bases qui étaient pas trop mal, quoi. Et le ping, par contre, j'avais jamais fait. T'avais pris option tennis au bac? J'ai pris option tennis au bac, ouais. Belle anecdote. Tu viens de Et en fait, c'est rigolo parce que en fait, j'avais eu 15, et en fait, c'est rigolo parce que il se trouve qu'au bac, une semaine, 10 jours avant le bac, j'avais fait le Volant d'Or. C'est un tournoi international qui avait lieu à Toulouse, à Gagnac. Et moi, c'est qui n'existe plus. Et en fait, c'était mon premier tournoi international senior, je crois. Et j'avais perdu, je sais plus, au premier tour des qualifs ou deuxième tour des qualifs contre un étranger. Et en fait, il y avait eu un reportage d'M6 qui avait été fait sur moi parce que j'étais le local de l'étape. À l'époque, j'étais numéro 1 junior français, donc j'avais niveau top 10, 15 français. Et en fait, il se trouve que le mec qui m'a évalué au bac, le prof de tennis, quand il m'a vu arriver, enfin dans la même tenue qu'il y a en fait qu'une semaine ou deux avant, parce qu'à l'époque j'étais sponsorisé par Wilson, donc j'avais les mêmes t-shirts, mêmes shorts,
Et lorsqu'il m'a vu arriver avec la même tenue, il m'a dit mais c'est bizarre, mais j'ai l'impression de t'avoir vu il y a pas longtemps. T'as vu à En la fait, télé? il m'avait vu, voilà, il m'avait vu à la télé et en fait, on avait discuté de base plus que de tennis pendant en gros 15 minutes. Quoi. Ouais, t'avais mis le prof dans la C'est rigolo. D'accord. On a compris, Ça va, ouais. Arnaud, comment tu réussis dans la vie. Très bien. C'est ça. Justement, quels sont tes meilleurs moments de ta carrière par sport, si tu devais, si on a, tu devais te souvenir, te rappeler. J'ai fait pas mal de sport. À la base, moi, je suis quand même badiste. Hein. J'ai fait ça depuis de 7 ans jusqu'à maintenant, en fait, quasiment. Hein. Beaucoup de bons moments en bad. Après, on va pas forcément s'étendre sur le bad, mais un bon moment, c'était mon titre de champion de France quand j'étais jeune en 2002 à Orléans. Après, on va dire. C'était quelle catégorie ça? Benjamin, minime. En Benjamin, ouais. Et après, non, je dirais. T'avais plus de cheveux à l'époque. T'avais la touffe, je crois, non? J'avais une énorme touffe, ouais. Et sinon, je dirais en senior, le meilleur moment, c'était peut-être le premier tournoi que j'ai gagné en Argentine. En finale, je bats le numéro 1 tchèque, qui était 73 mondial à l'époque. Mais après, moi, je suis quelqu'un de, comment dire, je me rappelle pas forcément des matchs. Moi, je suis quelqu'un qui pense surtout au CV et finalement au Arnaud, classement. Donc, je te coupe un peu, ça va couper dans 10 secondes. Je pense que la vidéo a été trop longue. Donc, on en refait. Ouais, je vais te le rappeler, ouais. On va faire ça. Tu me ravites? Ouais, ça roule. À tout de suite. À tout de suite, ouais. Mieux. C'est presque ça, lui. Ouais, c'est ça. Pourquoi elle part pas droit? Hein? Le problème, c'est qu'elle est tout le temps là-bas maintenant. Je m'en fous de ça pour l'instant. Pour l'instant, je cherche juste parce que je demandais. Je m'en fous de Arnaud Genin. On a eu 56 personnes quand même. Exceptionnel. Ouais, retour. Un retour. Ouais. Donc je sais plus où on était. Donc disais en bad, donc les meilleurs moments de bad. Après, moi, c'est pas forcément des matchs dont, non, les matchs. En fait, moi, ce dont je suis le plus content en bad, c'est finalement les classements que j'ai obtenus. Donc les matchs qui m'ont permis d'être numéro 5 français, qui m'ont permis d'être 128e mondial. Donc c'est ça dont je me rappelle. Et après en tennis, non, pas tellement en tennis, même si j'ai fait quelques tournois à l'époque. Il y a Padel Magazine qui vient de nous rejoindre, tiens, donc on fait coucou à bonjour Padel et à Franck sûrement. Et en squash, je dirais mon meilleur moment, ça reste ma première victoire sur 2B. Un gars qui était 80 français. Un match marathon en 5 jeux, c'était en demi-finale du tournoi de Toulouse l'année dernière. Et ça, c'était pas mal, ouais. Donc c'était pas mal, ouais. D'accord. Jeu des îles, tu le mets pas en bad? Ouais, si, la victoire sur le... Si, on pourrait mettre aussi celle-là, ouais. C'est vrai que l'année dernière, je bats en demi-finale des Jeux des îles le numéro 1 africain qui est 135e mondial, qui va faire normalement les Jeux de Tokyo l'année prochaine. Donc c'est vrai que être capable de battre des mecs comme ça, encore au bad, alors que je m'entraîne plus spécifiquement en bad, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et en raquethlon, je crois pas que tu en aies mentionné du coup. En raquethlon, la plus belle victoire, je dirais... En fait, celle qui a tout déclenché de victoire, c'est celle contre Rav Rikowski, le Polonais, en quart de finale de l'Open d'Autriche en novembre 2018. Il était champion d'Europe en titre, toujours, vu qu'il n'y a pas eu de nouveaux champions d'Europe. Qui est champion d'Europe en titre, ouais. Donc c'était pour moi, en fait, dans ma tête, quelqu'un qui était inaccessible avec le niveau que j'avais à l'époque. Et puis, je sais pas trop ce qui s'est passé ce jour-là. Et même sur ce tournoi-là, parce que je remporte le tournoi au final. Et je pense que c'est vraiment la victoire qui a déclenché tout le reste, quoi. Max de confiance. Du coup, moi, je t'ai reboosté à bloc pour les entraînements. Et puis après, la machine était lancée, quoi. C'est là, sur ce tournoi-là, tu joues Rav, tu joues Sylvain, je crois. Rav en quart.
Je bats Sylvain en demi et je bats Penttinen en finale. Ouais. T'as eu quand même 3 gros clients sur 3 matchs. Ouais, c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Ouais. À ce moment-là. Et après, je rajouterai quand même en double la victoire avec Cédric au championnat du monde l'année dernière. Alors là, pour le coup, c'est le même Cédric avec lequel j'avais fait les championnats du monde, mais en catégorie B en 2013. Et là, c'était en catégorie A, donc il y avait tous les meilleurs mondiaux. Et en demi-finale, on bat un ancien champion du monde et un Allemand qui est très très costaud. Et on sort un match, un match de fou. On a tous les deux joué notre meilleur niveau dans les 4 sports au même moment. Et en fait, on les a éclatés alors qu'ils étaient favoris des mondiaux. Et du coup, ça nous a permis d'assurer la médaille au championnat du monde. Donc ça reste une superbe expérience aussi. Ouais. Je crois que c'était notre première médaille française, je crois, argent, moi. Et même, il n'y avait pas d'autre, ça c'est sûr. Il n'y a eu aucun autre. Hein. Donc, non. Ça devait être un moment mémorable avec énormément de Français qui se sont déplacés parce que c'était au King, je crois. C'était au King, ouais, exact. Ouais. Donc, au King, ouais. Pays limitrophes en Belgique, souvent beaucoup de Français se déplacent là-bas. Donc, on avait su. Et après, sur Internet aussi, c'est vrai que c'était fort. Et après, comme le mentionne Momo, c'est vrai que la médaille de bronze au championnat du monde l'année dernière a été très belle. Après, j'ai pas eu un tableau très très compliqué. J'étais pas mal chanceux sur le tableau, donc en fait, il n'y a pas eu de gros matchs. Mais au final, la médaille de bronze vient récompenser tous les tournois, les efforts, les entraînements et puis toutes les emmerdes que j'avais eues au niveau des blessures l'année dernière. Donc ça reste une belle médaille de bronze aussi. Ouais, t'as eu de la chance que j'étais un peu blessé parce que le deuxième tour aurait été compliqué sinon. Bah écoute, les badistes n'ont pas fait long feu contre moi à ce tournoi-là, donc. On ne saura jamais, Arnaud, on ne saura jamais. Question suivante. On ne saura jamais. Peux-tu nous donner une estimation en termes de palmarès que tu as déjà cité et classement perf de ton profil pour les internautes? Bon, on va faire dans l'ordre des sports. Alors au tennis de table, en match. Après, je fais pas beaucoup de compètes officielles en ping, donc c'est compliqué. Mais à l'entraînement, sur des mecs qui ont avec des mecs qui ont des plaques normales, j'ai déjà tapé du 14-15. Après, mon niveau de base, je pense qu'il est plutôt au niveau de 11-12. Donc pour ceux qui connaissent pas les classements, ça fait un petit niveau régional. En fait, en ping, je pense. Après, en bad, j'ai été 5 Français, 128 mondial, j'ai fait la course au jeu de Rio en 2016. J'ai encore niveau top 20 français, je pense, sans trop forcer. Là, il y a il y a moins d'un an, je bats 130e mondial. Je bats un ancien 100 mondial, il y a quelques mois aussi. Donc voilà, bad, je dirais top 15 français. En squash, je vaux à peu près 100 français. J'ai perfé à 80, mais mon niveau de bas, je pense qu'il est aux alentours de 100-110. Voilà, ça fait du 2B. Ouais. Et en tennis, pareil, j'ai pas fait beaucoup de matchs officiels, mais à l'entraînement, j'ai déjà tapé du 15-1. Donc après moi j'ai un jeu très particulier en tennis parce que j'ai un jeu de service volé, je sers bien, je volais bien. Donc c'est un jeu qui emmerde pas mal de tennisman. Donc je pense que mon niveau il doit être aux alentours de 15-1, ouais, à peu près. Ouais. Quelle surface tu préfères en tennis? Ah moi faut que ça aille vite moi. Donc le ciment ça me va très bien, tout ce qui est dur en fait. Tout ce qui est dur pour que j'ai les bons appuis en fait pour monter à la volée. Ouais. T'as pas fait le tournoi sur herbe J'avais pas fait, non. En fait, je devais le faire, mais j'ai annulé parce que j'étais blessé, j'avais ma déchirure à l'épaule droite. Et du coup, j'avais annulé celui-là, ouais. C'était mi-août, l'année dernière. Ouais, c'est ça. Justement, concernant les tournois, quel tournoi avais-tu envisagé de faire avant la période de confinement? Et quels sont les autres tournois que tu comptais faire ou que tu souhaites faire après le déconfinement? En fait, j'avais prévu de faire comme Margot, j'avais prévu de faire les mondiaux bien évidemment à Prague le week-end dernier. Ils ont été annulés. Je devais jouer avec Cornelius, le numéro 1 allemand, qui a un super profil pour moi.
On faisait partie des favoris, je pense, des 4 paires favorites. Voilà, en mixte, je devais jouer avec Anna Boden, la numéro 2 anglaise, une jeune qui fait partie aussi du top, je pense, 10-15 mondial. Ça aurait été Donc, je costaud devais en faire bas. ça. Costaud en bad, ouais. Ça aurait été pas mal, ouais. Et après, non, en fait, pour être honnête, j'avais pas forcément prévu de faire beaucoup de tournois cette année parce que mon classement mondial, il a été acquis finalement avec les perfs que j'ai réalisés l'année dernière, en 2019. Moi, je suis sûr que mon classement mondial, en fait, il restera comme ça pendant encore quelques mois. J'avais pas forcément envie de sortir beaucoup sur le circuit. J'avais envie de prioriser l'entraînement. J'ai pris de m'entraîner dur, m'entraîner bien, et de façon à faire arriver prêt pour les mondiaux à Rotterdam fin août. Voilà. Donc j'avais pas forcément prévu de tournoi entre temps. Ouais. D'accord. Justement, quel est ton top 3 dans tes compétitions préférées ou favorites? Alors sur tous les sports de raquette, en raquethlon, je terminerai par ça. En bad, je suis obligé de le mentionner, j'avais fait le German Open en février 2014, un des plus gros tournois en Europe. J'étais dans les qualifs et en fait... c'est juste avant le All England, je crois, ce tournoi, quoi. Donc, Ouais, je crois, c'est mi-février par là, ouais. Et en fait, je me rappelle de l'atmosphère dans cette salle, c'était un truc de dingo parce que... en fait, moi, je jouais contre un jeune indonésien, un junior indonésien qui venait de faire demi-finale, je crois, au championnat du monde junior, donc un gars costaud. On fait un match énorme, je perds en 3-7, 21-19 au troisième. Le gars, 3 semaines après, il bat Zwibler, il bat Vitingus, et il arrive 2 mois après, je crois qu'il est 30 mondial. Et on fait un match de bourrin. Et je me rappelle de l'atmosphère dans la salle, en fait, c'était vraiment... les tribunes étaient de part et d'autre, en fait, des terrains, mais elles étaient complètement noires, et il y avait que les terrains qui étaient illuminés, quoi. Et ça, en fait, c'est un truc de dingo quand t'es dans cette salle-là, quand t'es sur le terrain, que tu vois pas le public, mais que tu l'entends, et que t'as juste Enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc en bas, c'est mon meilleur souvenir. Et après, en raquette... souvent, quand c'est Europe, Asie, le public est souvent du côté européen sur un tournoi. C'est pas le souvenir que j'ai eu, mais en fait, le match était assez bizarre parce que je me fais éclater dans le premier set. Je lui mets une grosse toutoune dans le deuxième et on fait un troisième set de ouf. Donc, mais en fait, j'étais tellement dans le match que je me rappelle de rien. Je me rappelle juste qu'on pouvait pas voir le public. Et après, du coup, j'ai occulté tout ce qu'il y avait. Donc, je me rappelle pas trop de ce qu'il y avait. Et après, en raquethlon, le meilleur souvenir, en tournoi, je dirais quand même en fait Lanzarote, en fait comme Margaux, c'est quand même une structure de ouf. Ils ont vraiment plein de terrains. Enfin, c'est vraiment en fait un village. C'est un village organisé autour du sport et autour des sports de raquette. Ouais. Et mon troisième, je suis obligé de faire une grosse dédicace à Joss et à Simon, c'est Montreuil. Alors j'ai pas pu le faire l'année dernière parce que j'étais blessé. Je me préservais pour les mondiaux, mais ils font un boulot un énorme boulot en fait. Joss et Simon tous les ans, ils ont une belle structure et une petite dédicace pour eux parce qu'ils le méritent vraiment, quoi. Vraiment. Super. Et ouais, je crois que c'était ton premier tournoi en France, hein, Montreuil, où t'es arrivé sur la sphère. En juin 2018, ouais. Pour tout le tour, là. Hein. Ouais. T'avais pulvérisé tout le monde en B, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. On va enchaîner sur l'entraînement. Tiens, je vois qu'il y a... il y a peut-être une question de Momo. Il te demande la place de numéro 1 mondial. Qu'est-ce que tu en penses? Et il y a Isbak aussi qui est là. Ouais. Salut Isbak. Salut les Luang. Et numéro 1 mondial, en fait c'est compliqué dans le sens où Morton a remporté quasiment tous les tournois l'année dernière. Donc là, je crois, il a remporté 7 tournois l'année dernière. Il a fait mieux que moi au championnat du monde de novembre parce qu'il a fait médaille d'argent. Ça me paraît compliqué d'aller le chercher, à moins de faire vraiment le bourrin sur le circuit, de tous les faire. Mais encore faut-il le battre. Parce qu'il est très assidu sur le circuit aussi, Morten. Ouais, il fait tout. Ouais. Donc la place de numéro 1 mondial me semble
En fait, c'est plus facile pour moi d'être champion du monde que d'être numéro 1 mondial. Parce que numéro 1 mondial, ça nécessite énormément de tournois et Investissement en plus, sur 2 ans, quasi 2 ans, quoi. ouais, en plus, comme lui est numéro 1 mondial, que moi je suis numéro 2, on se rencontrera pas en fait avant la finale. Donc c'est-à-dire que s'il y a personne qui le sort avant la finale, je grignoterai que très peu de points. Donc ça paraît compliqué quand même. Je vois. Question d'entraînement. Comment on s'entraîne au racquethlon? Et est-ce que toi, tu as une méthode en particulier? On sait que, enfin moi, je sais que personnellement, tu t'entoures de pas mal de coachs et d'entraîneurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Bref, en sport, j'ai jamais fait les choses à moitié, quoi. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, que ça soit en bad, après j'ai pas fait que du bad. Entre le bad et le racquethlon, j'ai fait des ultra trails et puis un Ironman, donc je mets toujours toutes les chances de mon côté pour réussir mes objectifs. Au niveau de l'entraînement, je m'entraînais comme un chien, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ça veut dire que en 2019, en fait, une semaine type, si on retire les blessures, c'était 8 à 9 entraînements par semaine, c'était 4 séances de squash et 4 ou 5 de ping par semaine. Voilà, ça c'est au quotidien souvent. Ouais, quasiment. Je m'imposais quand même un jour de repos, il y a forcément un jour où je faisais rien. Mais c'était au moins 8 voire 9 séances par semaine. Le bad, alors ça c'était voilà, surtout en ping et en squash. En bad, je m'entraînais pas tellement, mais je continue de jouer en fait en semi-pro en bad. Là, je joue pour un club suisse en division 2. Donc ça maintient quand même pas mal mon niveau. En tennis, je me fais plutôt des sessions, c'est plutôt des stages en fait. Et j'ai près de chez moi en fait en Ariège, il y a l'ancien entraîneur de Kenny de Shaper. Un tennisman qui a fait 8e de finale à Wimbledon, qui a été 58 mondial et du coup je me suis entraîné avec lui pas mal. Donc ça m'a bien aidé. Mais c'est 8-9 entraînements semaine. Après en fait ce que j'ai envie de dire c'est que en fait c'est pas tellement la quantité d'entraînement qui moi me plombe physiquement. Ça les entraînements je peux les encaisser physiquement, c'est pas un problème. Ce qui est très très dur en fait au racquethlon, c'est l'intensité que tu vas mettre en fait mentalement dans chaque sport. Et c'est que moi par exemple, je vois quand je sors d'un entraînement de ping, et là c'est que désolé Margot, mais je suis pas du tout d'accord avec toi pour le ping. Le ping c'est un sport entier. Moi toutes les blessures que j'ai eues l'année dernière, ma déchirure à l'épaule, ma déchirure à l'adducteur gauche, c'était à cause du ping. C'est parce que c'est extrêmement violent. Après une séance indive avec mon coach d'1 heure, je sors, je suis complètement rincé, j'ai les quadrilles en feu, j'ai le dos en vrac, j'ai la hanche qui tire. Donc non, c'est extrêmement violent. Et en fait, ce qui est dur, c'est que dans chaque sport, en fait, si on veut faire partie des meilleurs joueurs mondiaux, on ne peut pas se contenter finalement de prendre les capacités que moi j'ai au bad et de les appliquer dans chaque sport en fait. C'est-à-dire que il suffit pas d'être rapide et d'être endurant au squash pour être bon, il suffit pas d'être rapide et endurant au tennis ou au ping. Il faut réussir quand même à s'approprier la technique de base de chaque sport, c'est-à-dire qu'au niveau des déplacements, au niveau des positions d'attente, au niveau de la préparation du geste, au niveau de plein de choses, il y a des spécificités. Et ce qui est extrêmement difficile en fait dans le racquethlon, faut être un petit peu schizophrène des fois. Notamment quand on s'entraîne 2 fois par jour, c'est qu'avant chaque séance en fait, il faut rentrer dans le sport quoi. C'est-à-dire que la séance en fait, elle ne commence pas quand on tape les premières balles, elle commence une demi-heure avant. C'est de la visualisation mondiale. C'est de la visualisation. C'est des tops. C'est des fiches que je mets pour me rappeler les points importants sur la préparation du geste, notamment en squash. En bad, par exemple, on a tendance à jouer quasiment tout de face, alors que les grosses erreurs à surtout ne pas faire en squash et en ping, c'est de jouer de face. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses comme ça, techniques et tactiques à cadrer. Et en fait, ça, c'est très très dur mentalement si on veut progresser quoi. Et c'est ça qui plombe plus quoi. C'est-à-dire que moi, quand je m'entraîne, je vais pas frapper la balle pour le plaisir. Quand je m'entraîne, il y a toujours des objectifs de séance, il y a des plans de séance avec les coachs, il y a des remises en question qui sont permanentes dans des sports que je maîtrise moins que le bad. Et ça, en fait, c'est cet effort mental. En fait, on joue pas que pour le plaisir, on joue pour progresser à chaque fois. Et ça, c'est ça qui est le plus dur. Plus que les 8 ou 9 séances par semaine. Ça, c'est pas trop un problème.
D'accord. Doucement. Entendu. T'as pas le droit à ça? À l'heure d'aujourd'hui, justement, quel sport tu préfères maintenant à ton âge? Toi, t'as 30, 31 ans, je sais plus. Ouais, je sais pas. C'est ça? Ouais. Et donc, quel sport tu préfères aujourd'hui et dans quel sport tu penses avoir encore une marge de progression, justement? Bon, le sport que je préfère le plus maintenant, c'est le squash quand même. Le squash parce que je commence à saisir. En fait, on squash. J'ai la chance de m'entraîner. Je m'entraîne avec Paul Sibéras, qui a entraîné en fait Lincou, Thierry Lincou quand il était champion du monde en 2004, mais qu'il avait entraîné même avant. J'ai la chance d'avoir de très bons joueurs de squash à Montpellier avec qui je m'entraîne. C'est de super sparring. Donc là, j'ai vraiment trouvé la fibre en squash. Donc c'est le sport que je préfère. Et après, celui où j'ai la plus grosse marge de progression, c'est le ping. Mais le ping, pour être honnête, en fait, ça me fait chier, vraiment. C'est un sport que j'aime pas du tout. Ça me saoule, mais je le fais parce que, voilà, je le fais et puis je mets les moyens parce que les moyens physiques, mentaux. La répétition est terrible dans ce sport. C'est fou. Mais c'est un sport de taré. Enfin, c'est un sport. Sur le ratio nombre de frappes par séance, répétition. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Et moi, je vois en fait en termes de dépenses physiques et surtout en fait en termes de concentration, parce que en fait, contrairement aux autres sports où on a le temps d'intellectualiser le sport, de se poser des questions, de réfléchir, de prendre du recul, le ping, ça va tellement vite, il y a tellement d'effets que si on n'a pas eu ça, en fait, la fibre ping, lorsqu'on a été jeune, c'est quand même compliqué. Donc moi, je peux compenser physiquement certains aspects du ping que je peux pas compenser techniquement, mais il y a quand même toute une technique à avoir et c'est vrai que le ping c'est quand même un sport de taré. Enfin, les mecs qui sont très forts en ping, j'ai un énorme respect pour eux parce que puis en plus il y a pas mal de pros qui s'entraînent à Montpellier, donc je peux les voir. On est à peu près sur le même plage horaire, mais c'est vraiment un truc de dingue ce qu'ils font, quoi. Je suis assez d'accord. Ouais. Que penses-tu, on va recentrer sur le racquethlon, que penses-tu du développement du racquethlon à l'étranger, dans le monde, ainsi qu'en France? Je te donne des thèmes comme la communication, tournoi, jeunes, enfin après ça peut être plus vaste, mais qu'est-ce que t'en penses de l'évolution du racquethlon? Déjà en France, je pense qu'on peut pas parler de développement en France sans te remercier déjà toi. Mandrin, parce que tu fais énormément pour le racquethlon en France. Donc ça c'est clair que sans toi et puis après voilà un peu sans Joss, sans Simon et sans des mecs comme ça, ça serait quand même extrêmement compliqué. Donc déjà merci à vous les gars pour ce que vous faites. Il y a quand même pas mal de tournois qui ont lieu en France. Le circuit s'est agrandi, il y a beaucoup plus de postes, beaucoup plus de joueurs. Après on sait que le frein en fait au racquethlon ça reste la structure finalement. Donc c'est plutôt ça qui nous embête nous. Mais en tout cas, je trouve que le développement se fait quand même plutôt bien. Après, on a quand même joué de malchance en 2019 parce qu'il y avait un reportage de RMC Sport qui devait être fait, qui malheureusement n'a pas pu être fait. Il y a les contacts avec l'équipe, le journal qui n'ont pas abouti non plus. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on arrive à toucher en fait les médias, quoi, la presse et faire des reportages. Et en fait, il y a que par ça qu'on pourra développer le sport. On peut pas se contenter de publier, de communiquer sur le réseau qu'on a nous, de potes Facebook ou Insta. Il faut qu'on aille taper plus haut. Il faut qu'on aille pousser les portes. Et au niveau mondial, je suis d'accord avec Margot dans le sens où avec l'arrivée de Duncan, de Graham aussi, le Suisse qui fait beaucoup. Il y a Cédric aussi qui fait beaucoup de Lausanne pour la Fédé. Il se trouve que j'ai participé en plus à la réunion en Autriche en février 2019 où ils ont parlé du développement du sport et ils allaient mettre plus d'argent sur la com. Il y a Sam Barker aussi qui fait un boulot énorme sur la com, donc je pense qu'on est en bonne voie et ce qui nous manque en fait c'est en fait un fer de lance, quoi. C'est un représentant, c'est un mec très connu qui va toucher des dizaines voire des centaines de milliers de personnes. Mais on en reparlera sur une prochaine question, je pense c'est un peu des mécènes qu'il pourrait y avoir. Entendu. La question sur un sujet qui fait souvent débat, on en a parlé tout à l'heure avec Margot, sur l'ordre des sports.
avec notamment le Ouais. tennis qui se joue toujours en dernier. Toi, quel est ton avis sur cette situation, le fait de jouer tennis de table, badminton, squash, tennis? Ben, en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect déjà physiologique. Ça veut dire que de commencer par la plus petite raquette et finir par la plus grosse, c'est ce qui paraît le plus logique. Enfin, moi, je le vois quand j'ai mes séances en fait, bi-quotidiennes. Quand j'ai squash le matin et ping l'après-midi, ou quand j'ai ping le matin ou squash l'après-midi, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que musculairement parlant, il est clair, mais ça c'est montré que c'est beaucoup plus logique de faire de la plus petite à la plus grosse raquette. Après, moi je suis pas du coup. Enfin, moi je pense que c'est un faux débat. Parce que le racquethlon, alors, il y a du mental, c'est vrai, mais c'est avant tout, en fait, mathématique. Ça veut dire que, pour moi, un tennisman qui a 23 points de retard avant le tennis, il peut pas sortir l'excuse comme quoi, avec le tennis, il aurait pu. Bah non, je veux dire, si tu as 23 points de retard alors que le tennis, c'est en 21 points, que tu as perdu, point. Et que, en fait, le racquethlon, c'est mathématique. Je vois pas. Et ceux qui se cachent derrière le mental, c'est ceux qui. Enfin, pour moi, c'est une fausse excuse, quoi. Donc, en fait, moi, il n'y a pas de débat. De toute façon, si on inversait les sports ou quoi, il y aurait toujours quelqu'un, en fait, il y aurait toujours quelqu'un qui serait mécontent. On peut pas tirer les sports au sort parce qu'au niveau de l'organisation des terrains, c'est impossible de gérer ça. Donc pour moi, en fait, il n'y a aucun débat. Je veux dire, le racquethlon, c'est mathématique. Je veux dire, on sait très bien que le racquethlon, le but, c'est de remporter son sport avec le plus gros écart et de perdre les sports avec le plus petit écart. À partir du moment où on respecte cette règle-là, quel que soit l'ordre du sport, le résultat sera exactement le même. Voilà. Alors, si je te retourne la question, parce que là, je suis inspiré dans l'autre sens, est-ce que tu penses que, du coup, finir par un autre sport, la dimension psychologique, elle sera telle, parce qu'on connaîtra déjà le nombre de points à atteindre pour gagner le match, ça peut pas justement changer, on va dire changer le score de la manche si elle avait été jouée sur un match classique, quoi. C'est-à-dire si par exemple un pongiste, bon, on prend l'ordre classique, un pongiste de très haut niveau, par exemple il va te mettre un 21-2 sur le match, ça se joue, etc. Et au contraire, est-ce que tu penses que si on finit par ce sport-là, il sera capable de te mettre comme 21-2, sachant par exemple qu'il a des points de retard, quoi. Si par exemple il sait qu'il y a 4 points à mettre, il sera capable de le mettre. En fait, la question que tu poses, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui disent quand on finit par le tennis, mais bon, en fait, mais c'est exactement pareil, c'est pour le ping. Voilà. C'est exactement pareil. Lorsque moi, par exemple, j'ai 8 ou 9 points à mettre au tennis contre un très très bon joueur de tennis, je vais forcément, pour marquer ces points-là, je vais forcément servir fort, je vais monter à la volée, je vais le mettre sous pression. Mais si le tennis avait été le premier sport, pour marquer 8 ou 9 points face à un très bon joueur de tennis, il aurait de toute façon fallu que je fasse ça. Et au ping, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si un très bon joueur de ping doit me mettre 21-2, moi, je sais que je dois prendre des risques en ping pour lui marquer des points, mais que ce soit le premier sport, le deuxième ou le troisième ou le dernier, il n'y a qu'une tactique qu'on doit adopter face à un très bon joueur pour marquer des points. Donc finalement, ceux qui râlent après le fait que ça soit leur sport en dernier, ce sont des personnes qui, je pense, ne gèrent pas bien mentalement les débuts de sport. En fait, les premiers sports. Et ce sont des personnes qui vont se concentrer sur ce qui se passe à la fin, alors que le racquethlon, dès le premier point, ça compte. Donc pour moi, en fait, il n'y a qu'une bonne tactique. En fait, chaque joueur a une seule bonne tactique dans chacun des sports, et c'est cette tactique que l'on doit jouer, quel que soit l'ordre des sports. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat là-dessus. Entendu. Merci pour ton avis éclairé. Avec plaisir, André. Question suivante, il en reste 5.
Quel joueur ou joueuse pro type ITF, ITTF, BWF, PSA ou ATP serait selon toi un bon potentiel pour le racquethlon? Déjà, on avait quand même Nick Matthew en squash qui devait jouer l'Open d'Angleterre mi-mars. Enfin, c'est quand même organisé, ouais. C'est un des plus grands joueurs de squash de tous les temps. Il a été 3 ou 4 fois champion du monde, je crois. Donc après en squash, en mec, il y a Miguel Rodriguez, qu'on avait vu ensemble d'ailleurs, Mandrin à Montpellier. On avait échangé des volants de bad avec lui. Exceptionnel. Donc, je pense que des mecs comme ça, ouais. Donc c'est quand même le numéro 1 en fait. Il est quoi? Il est 6-7 mondial, je crois actuellement, Rodriguez en squash. Il doit être encore top 10, ouais. Il a été il a remporté le British Open, je crois, en 2019. Il bat El Shorbagy en finale. Enfin, c'est quand même un grand nom du squash. Après, en bad, ouais, le problème, c'est qu'en bad, il y a quelques Français qui se débrouillent dans d'autres sports, mais je pense pas qu'ils aient l'aura et puis l'étendue pour faire développer le sport. Après, je pense, non, voilà. Et en filles, oui, je suis d'accord avec vous. En fait, Camille Serme, je pense que ça serait une très bonne recrue. En plus, on a pas mal. Toi, t'es pas mal à Créteil dans ce coin-là. Moi, via le squash, on a eu l'occasion de se croiser avec Camille à Montpellier quand elle préparait les mondiaux de février 2019 en squash, où elle fait demi-finale. Donc, ça serait une bonne recrue, je pense. Très bonne recrue, ouais. Entendu. Dans quel pays tu souhaiterais un jour pouvoir jouer au racquethlon sur un nouveau tournoi? Alors, il y a eu pas mal de tournois en plus déjà cette année. Là, je sais plus à combien on est, mais je crois qu'on est à 15 ou 17 tournois sur le circuit international de racquethlon. Alors, j'avais pensé à l'Égypte aussi, mais comme Margot en a déjà parlé, je vais pas dire l'Égypte, mais je pense que le Japon, ça serait pas mal. Japon, ça serait pas mal. Ouais, parce qu'en bad, il commence à prendre un peu le pas sur les Chinois. On le voit sur les résultats internationaux. Bah oui, et en tennis de table aussi. Ouais, donc c'est quand même super. Et puis je pense qu'ils auraient les infrastructures pour accueillir finalement. En fait, on voit actuellement en Europe sur les tournois, c'est quand même en Suisse qu'on a quasiment les meilleures infrastructures. Et pour moi, c'est que le Japon, c'est un peu la Suisse fait de l'Asie, quoi. Donc ils auraient les infrastructures, ils auraient la com, ils auraient toute la technologie, tout. Ils pourraient organiser un tournoi genre 2 temps, 3 mouvements. Et ça serait pas mal, ouais. Donc moi, j'aurais dit Japon, ouais. D'accord. Aux grandes dames de notre ami Momo qui l'aurait voulu au Maroc, mais bon, tant pis pour toi, Momo. Je crois qu'il y avait un joueur sur le circuit d'ailleurs que Cédric avait joué. Je crois qu'il y avait un japonais qui vivait en Europe et qui jouait à un moment en racquetball en série B ou C peut-être. Je l'avais vu une fois ou deux ce gars-là, mais je crois que ça s'était limité qu'à ça malheureusement. Question suivante, incorporer un nouveau sport de raquette à l'avenir au racquethlon. Je pense notamment au paddle, qui a le vent en poupe en ce moment. Qu'est-ce qu'il en pense, Monsieur Genin? Monsieur Genin, il pense que pas du tout. Mais alors pas du tout le paddle. Premièrement parce que ça se joue principalement en double, pas en simple. C'est pour ça que j'ai précisé en double. Ouais, mais pour moi, alors après c'est mon caractère qui veut ça aussi, mais moi je suis quelqu'un qui fait quasiment que des sports, enfin même que des sports individuels, et donc le double je m'en fiche un petit peu, et pour moi je vois pas du tout l'intérêt d'intégrer le paddle en fait au racquethlon. En plus au niveau des infrastructures, ça serait extrêmement compliqué de rajouter le paddle, on pourrait pas faire les tournois partout. Et puis physiquement parlant, j'ai fait des séances de paddle, j'ai joué déjà au paddle, et je le vois plus comme une retraite pour chacun des 4 autres sports que vraiment comme un sport à part entière. Parce que physiquement, je vois, et même les pros, quand on les voit bouger, etc., ça a absolument rien à voir par rapport aux autres sports à raquettes. Je pense même au ping. Et pour moi, je vois pas du tout le paddle intégrer le racquethlon. Pas du tout. Entendu. Avant-dernière question.
Le racquethlon aux Jeux Olympiques, un jour. Espoir ou utopie pour toi? Bah déjà, je n'imagine même pas le nombre d'heures d'entraînement que je ferais par semaine si le racquethlon était au jeu un jour. Je sais pas combien, mais Je connais un autre Français à qui j'avais posé la question qui m'avait dit pareil. ouais, ah bah là, ouais. Je pense que ça serait vraiment la bosserie, ouais. Ça serait la bosserie, ouais. Mais alors, en fait, ça me semble. À Téter, il m'avait dit pareil. Ouais, mais vu qu'il y aura qu'un Français qui sera qualifié, tant pis pour lui. Mais non, bah le bonjour à Téter quand même. Non, mais je pense que en fait tant que le squash n'est pas au JO, ça me paraît quand même extrêmement compliqué. Le squash a été refoulé des Jeux Olympiques l'année dernière pour Paris 2024. Et puis il y a des sports qui sembleraient mineurs qui ont pris la place du squash. Donc tant que le squash n'est pas là, je pense que ça me semble compliqué. Alors après peut-être. Ouais, je vois pas comment le racquethlon peut être au JO s'il n'y a pas le squash. Voilà. Et donc, et puis je vois pas comment ça peut intégrer dans les 10, 12 prochaines années. Donc, à mon avis, ça sera dans un long moment. Ouais. Long moment. D'accord. Il y avait une anecdote que tu m'avais dit tout à l'heure concernant l'apparition du bad au JO en 92. Moi, je savais pas. Ouais, c'était en ballottage un peu avec le squash à cette période. En fait, c'est en ballottage avec le squash, mais je sais pas ce qu'il a fait. Mais alors, il me semble, lorsqu'on en a parlé, en fait, on m'a dit que le bad avait été chanceux parce que c'est le squash en fait qui a complètement merdé à ce moment-là. Je sais plus ce qu'ils avaient demandé ou fait ou je sais plus. Il faudra poser la question à des pros du squash, à ceux qui connaissent l'histoire. Mais il me semble que le bad avait pris la place un peu du squash en 92 à Barcelone. Et là, le fait qu'ils aient été refoulés l'année dernière, ils pourront peut-être pas se représenter tous les 4 ans non plus. Hein, donc, ça me semble compliqué, ouais. Très compliqué. Ouais. Et à l'inverse, tu penses pas que une reconnaissance, je pense toujours à l'optique JO, une reconnaissance plus du racquethlon pourrait amener le squash à être reconnu si on inverse la chose, le fait de partir sur quelque chose de combiné où il y a déjà 3 sports olympiques, en incluant cette 4e discipline, c'est que ça pourrait pas participer à reconnaître le squash, sachant que moi je sais que sur la dernière Olympiade là pour 2024 quand ça a été refusé, je crois qu'ils comptaient revoir le système de points. Voilà, le nombre de points. Je crois que c'était des manches au temps. Après, il y avait le frein de l'arbitrage aussi à comprendre pour le grand public. Mais voilà, je voulais un peu te demander ce que t'en pensais, ton ressenti par rapport à ça. Ouais. Éventuellement, les 2 sports pourraient être intégrés en même temps lors d'une Olympiade. Ça, c'est possible. Mais après, utiliser le racquethlon pour reconnaître le squash, alors qu'on est moins connu et qu'il y a moins de licenciés, ça me paraît quand même compliqué. Oui, on entend bien. Ah oui, voilà. Mais si dans 10 ans, le racquethlon explose, qu'il y a beaucoup plus de licenciés, qu'on n'est pas très loin du squash, là, éventuellement. Mais il faudra qu'on ait beaucoup plus de licenciés, ouais. Et après, par rapport à l'arbitrage au squash, je comprends pas quand on voit des sports comme la boxe, comme le patinage artistique ou des sports comme ça où c'est entièrement la décision du jury où finalement le public ne comprend pas trop ce qui se passe. Je vois pas pourquoi c'est plus compliqué le squash. Pour moi, c'est pas un argument qui soit tellement valable en fait. Ouais, je pense pas. Et moi, l'argument télévisuel que j'ai souvent entendu, moi je trouve qu'il est pas du tout avéré parce qu'avec les efforts qu'ils ont mis, les plans de caméra, c'est super ce qu'ils font maintenant. Ils te mettent les pulses cardiaques des gars en direct. Ouais, puis filmer même de l'autre côté du mur frontal en fait avec les vitrées, c'est quand même des vues de. C'est assez théâtral avec l'arbitre qui est au milieu du public. Enfin, je trouve que, visuellement, ça rend quand même très bien. Donc, ouais. Nous verrons bien. Dernière question de Joss, du coup. Joss demandait quand est-ce que la France sera-t-elle championne du monde par équipe?
Pour moi, il y a 2 points qu'on peut améliorer. En fait, l'inconvénient des joueurs français au racquethlon, alors en fait, c'est ce qui fait notre force individuellement, le fait de venir quasiment tous du bad, parce qu'on a on a des aptitudes physiques, techniques, mentales qu'on aurait peut-être un peu moins en venant d'autres sports. Donc individuellement, c'est bien, mais collectivement, c'est pas top, parce que on est capable. Bah ouais, parce que en fait, nous, il faut alors des compositions d'équipe. Le problème, c'est que les adversaires savent qu'on a quasiment fait que des badistes. Et le problème, c'est qu'on n'a pas tellement de compositions possibles. Et on sait que pour battre, par exemple, le Danemark, l'Autriche ou l'Angleterre, on a besoin finalement d'avoir les mêmes joueurs qu'actuellement, un petit peu meilleurs, mais les mêmes joueurs. Mais surtout d'avoir un mec ou deux qui viennent de sports différents et qui puissent faire finalement la différence dans des sports où nous, on n'est pas capable de faire la différence. Je pense au tennis et au ping, principalement. Donc ça, c'est au niveau des mecs. Et au niveau des filles, il va falloir qu'il y ait une émulation pour qu'on ait quand même une fille qui soit capable de taper les 2-3 meilleures mondiales, quoi. Nous, en mec, on sait qu'on est capable de battre... moi, j'ai battu plusieurs fois le numéro 3 mondial. On accroche les 2 meilleurs joueurs mondiaux. On a des belles références. Il y a d'autres joueurs français comme... Sylvain, tu disais, qui est capable de battre aussi de temps en temps des mecs du top 10 mondial. Donc ça, c'est bien. Sylvain avait réussi à battre Morten au dernier mondiaux sur le par équipe, je crois. Sur quoi, pardon? Sur le match par équipe, Sylvain avait réussi à battre Morten. Ouais. Ouais. Après c'est sur 11 points, mais en tout cas voilà, on est capable de faire jeu égal avec ces mecs-là. Donc après, c'est vrai qu'il faudrait il faudrait qu'en fille il y ait un peu plus de niveau pour que ça bouge, qu'il y ait une vraie émulation, quoi. Et si on a une fille qui est capable de battre de temps en temps du top 3 mondial, là on pourra clairement viser la médaille d'or. Ouais. Entendu. Question bonus, dernière question. Où tu te vois par rapport au racquethlon dans 5 ans, du coup? Parce que, te connaissant, je sais que tu as des objectifs souvent court, moyen terme, on va dire. Est-ce que 5 ans, c'est long, je pense, pour toi? Je sais que tu aimes bien vadrouiller sur un vélo ou en course à pied ou peut-être même ailleurs. Donc, est-ce que dans 5 ans, on aura encore Arnaud Genin sur nos cours ou pas? Moi, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé le racquethlon il y a 2 ans, j'avais 2 objectifs. J'avais un objectif sur un événement et un objectif de classement mondial. Je voulais être top 5 mondial et avoir une médaille au championnat du monde. Voilà. Moi, c'est l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai commencé le racquethlon. Je savais que je pouvais le faire. Je savais aussi par où je devais en passer pour arriver à avoir le niveau que j'ai actuellement. Donc là, les objectifs ont été remplis. Je suis numéro 2 mondial, j'ai une médaille de bronze au championnat du monde. Donc c'est vrai que dans ma tête, maintenant, c'est que du bonus. Le problème, c'est que le bonus avec moi... je sais absolument pas si dans 5 ans je continue à le racquethlon. Si le sport se développe plus ou s'il y a vraiment s'il y a des enjeux vraiment médiatiques, des choses comme ça, là je pense que j'en ferai partie. Si le racquethlon décolle... Financier, faut peut-être pas se voiler la face non plus. C'est vrai que ça reste un sport extrêmement amateur. Il y a personne qui vit du racquethlon aujourd'hui, je crois, même Morten, malgré qu'il soit sponsorisé avec plusieurs sponsors, toi aussi t'en as un, pour pas le citer. Le sport reste amateur, on peut même pas dire qu'il est ou semi-pro à la limite, et encore tout le monde a une activité, tout le monde reste à une activité à côté. Ouais. C'est vrai que ça demande énormément de concessions pour rester vraiment à haut niveau dans un sport où mine de rien il y a peu de reconnaissance et où tu gagnes pas. Voilà, t'as pas un retour sur le derrière. Non, c'est sûr. Après, c'est pour ça, en fait, on parle surtout en termes de palmarès. Après, la question, c'est de savoir... là, tout à l'heure, vous parliez de la place de numéro 1, la place de numéro 1 mondial. Moi, je sais ce que ça... En fait, je sais que c'est possible.
Je sais aussi ce que ça va me coûter en termes d'investissement physique, mental et en termes de temps, éventuellement d'être numéro 1 mondial un jour. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup? En fait, la question, elle est là. Elle est surtout là. Après, le racquethlon, ce qui est sûr, c'est que j'en ferai pas toute ma vie. Je savais que c'était un passage obligé et je remercie encore Cédric parce que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, mon objectif ultime en sport, c'est vraiment la course à pied, c'est le trail. Moi, mon objectif ultime en sport, c'est la traversée des Pyrénées en fait à pied. Donc 900 km et avec 65 000 mètres de dénivelé plus et moins. Ça, c'est mon objectif. Donc, je sais que je ferai toujours ça en fait toute ma vie. Et si je prends autant de plaisir à courir, même sur 130 mètres là, d'aller en ce moment, c'est parce que je sais qu'au fond de moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc la question du racquethlon, elle se posera, je sais pas dans 5 ans. Je sais pas. Voilà. Eh bien, j'en ai fini avec toutes ces nombreuses questions. Je te remercie pour l'entretien, Arnaud. Merci C'était à toi. une première pour moi, comme pour toi, j'imagine, ce petit live-là. Donc, c'est vachement sympa. Je trouvais l'idée sympa avec tous les nombreux lives que je vois sur les autres sites, que ça soit on connaît Wawrinka et Benoît Paire qui font leur apéro tous les vendredis. J'ai vu ça sur le Padel aussi ou sur d'autres sites. Donc voilà, on a fait ça à notre petite sauce racquethlon. J'espère que les gens ont apprécié, qu'ils en connaissent un peu plus sur toi et sur Margot. Et voilà, donc merci à tout le monde en tout cas, c'est cool. Merci à toutes et à tous. Il y a pas mal de monde qui a transité sur le live, donc du coup c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. 7 personnes, je pense qu'on aura touché presque une centaine de personnes sur les 2 lives. Mais ça touche pas mal, ouais. Non, franchement c'est cool, c'est cool. Donc, voilà. Merci à toi Mandrin aussi. Merci. Et puis bonne fin de confinement et j'espère qu'on se retrouvera tous. Je sais pas, cet été, ça me paraît compliqué. J'ai bon espoir de vous voir, enfin, peut-être pas toi Arnaud, mais pour La Rochelle fin juillet. Après on verra. On verra pour les mondiaux, mondiaux fin août. Ouais, pareil, compliqué. Ça marche. Sinon, alors... Ça marche. Voilà. Ok. Bon, à plus tard. Restez chez vous et pensez au personnel soignant.